Et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme, que ce soit à la faculté, que ce soit aux universités ou en cycle prépa. Voilà un exercice très intéressant sur la réflexion et la transmission des ondes électromagnétiques progressives monochromatiques. Donc on va essayer de considérer une onde qui arrive dans le vide dans un milieu d'indice 1 et il va traverser deux milieux. Un premier milieu d'indice petit n, c'est comme si vous voulez une lame d'épaisseur E. Ensuite, il va passer dans un milieu d'indice grand N. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de calculer le coefficient de réflexion entre le vide et le milieu d'indice petit n et montrer qu'il est égal à cette expression, et de calculer le coefficient de réflexion lorsque l'onde passe de milieu d'indice petit n à un milieu d'indice grand N illimité, et essayer de retrouver cette expression-là. Donc on va rappeler l'essentiel sur les ondes, les OPPM, ondes planes progressives monochromatiques, rappeler la notion de polarisation, relation de passage, comment calculer ces coefficients de réflexion et de transmission, ce qu'on appelle d'habitude les lois de Fresnel. Donc voilà l'énoncé. Donc on considère une OPPM de pulsation oméga polarisée rectilignement qui se propage dans l'air dans la direction des X croissants. On va étudier le cas d'incidence normale. Bon, c'est le cas le plus simple. Un milieu considéré de 2 diélectriques, linéaire, homogène, isotrope, et on va considérer ce diélectrique, il est ni chargé, il ne contient ni charge libre, ni courant libre, et aussi non magnétique. Voilà les hypothèses du milieu diélectrique. Dans un premier milieu situé entre 0 et E, l'indice est petit n, et dans un second milieu d'indice x supérieur à E semi-infini d'indice grand N. Donc voilà, donc vous avez un milieu d'épaisseur E d'indice petit n et puis un milieu semi-infini d'indice grand N. Cette onde donne naissance à chaque interface, bien sûr. Une fois l'onde arrive à la première interface, vous aurez une onde réfléchie et vous avez une onde transmise. Et la même chose à la deuxième interface, on aura une onde réfléchie et une onde transmise. Bien, on admettra que ces ondes sont de même polarisation et de même fréquence oméga, c'est-à-dire l'onde réfléchie et transmise à la surface d'un linéaire homogène isotrope ne change pas de direction de polarisation. Et on va noter E0i et E'0i les amplitudes de ces champs électriques associés à ces OPPM. Dans tout le problème, on prendra une épaisseur pour la couche d'indice petit n. Là, on vous donne des applications numériques pour simplifier les calculs. On vous donne E, c'est lambda 0 sur 4n. Et pour l'application numérique, éventuellement. K0, c'est le vecteur d'onde dans le vide, bien sûr, est égal à oméga sur C. Voilà les questions. Rappelez les équations de Maxwell vérifiées par le champ électromagnétique dans ce milieu diélectrique. Rappelez les relations de passage, d'accord, entre un milieu d'indice petit n1 et un milieu d'indice n2 d'une façon générale, d'accord. Ensuite, bien sûr, dans le cas toujours de deux milieux diélectriques non magnétiques et non chargés. On va étudier la relation de passage dans ce milieu et on va l'appliquer à cet exercice. Ensuite, justifier brièvement pourquoi les ondes ont la même pulsation oméga et une amplitude complexe, et écrire les expressions des vecteurs, voilà la question clé, et c'est être capable d'écrire le vecteur champ électrique et champ magnétique dans les trois milieux. Ça veut dire que vous avez 5 expressions pour le champ électrique et 5 expressions pour le champ magnétique. Après, bien sûr, une fois que vous avez écrit correctement ces 5 expressions, il suffit d'utiliser les relations de passage et vous allez déduire facilement les coefficients de réflexion à la première interface et à la deuxième interface en posant alpha égale à pi fois n sur 2 petit n. Ensuite, on déduit les fameux coefficients de réflexion à l'interface R1 et à l'interface R2. Voilà l'exercice. Donc, ceux qui veulent un peu bien comprendre ce cours, essayez de bloquer la vidéo, allez faire votre recherche avant de regarder le corrigé. Bien. Une OPPM polarisée suivant une direction U
et se polarise suivant la direction V. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà la phrase qu'il faut bien comprendre dans ce type de cours. Une onde polarisée suivant une direction U, polarisée suivant I et se propage suivant V. Donc ça veut dire se propage suivant V, ça veut dire la direction des vecteurs d'onde K, c'est la direction V. Voilà ce que... Donc la direction de propagation, c'est la direction des vecteurs d'onde. Et la direction de polarisation, c'est tout simplement la direction du champ électrique. Donc si on vous dit une onde qui se propage suivant V et polarisée suivant U, pardon, donc suivant U ici, et suivant V, ça veut dire le vecteur d'onde est suivant U et le vecteur champ électrique est suivant V. Quelques relations à connaître pour une onde OPPM. Le vecteur champ magnétique, c'est K vectoriel E sur oméga. Dans le vide, c'est K E0 sur oméga, sachant que K0 sur oméga sur C, donc ça c'est O0 sur C. Voilà, donc dans le vide, K0 sur oméga sur C, mais dans un milieu d'indice N, c'est N oméga sur C. Bon, pour se trouver cette expression, il suffit d'écrire K, c'est 2pi sur lambda. Et dans un milieu d'indice N, lambda, c'est lambda 0 sur petit n. Et donc, vous trouvez N fois K0. Autrement dit, le vecteur champ magnétique, si je remplace K par N oméga sur C, le vecteur champ magnétique, l'amplitude du vecteur champ magnétique en fonction du champ électrique dans un milieu d'indice N, c'est N fois O0 sur C. Voilà les formules de base à connaître pour une OPPM. Bien, on est en train d'étudier un milieu d'électrique linéaire homogène isotrope avec sigma libre égale à 0 et G libre égale à 0. Ça veut dire quoi les relations, les équations de Maxwell? Donc d'une part, vous avez normalement dans un milieu d'électrique divergence de D égale à ρ libre, donc ρ libre plutôt. Il n'y a pas de densité de charge libre, donc divergence de D égale à 0. Cette relation et celle-là, elles sont indépendantes de la nature du milieu. C'est des équations générales, rotationnelles de E. Ça, c'est la loi de l'induction. Et ça exprime le fait que le champ magnétique est un champ à flux conservatif. Et la dernière qui fait apparaître les densités de courant. Sa forme générale dans un milieu généralisé, c'est rotationnel de H égale dans le vide mu0 d de D sur D de T. Si le milieu est non magnétique, vous avez B égale à mu0 fois H. B égale à mu0 fois H. Donc rotationnel de, ça devient rotationnel de B. Donc ici, il n'y a pas de mu0, pardon, il n'y aura pas de mu0 normalement. Je remplace H, donc dans un milieu non magnétique, B égale à mu0 fois H. Voilà, vous remplacez H par B sur mu0 et vous allez trouver rotationnel de B égale à mu0 et bien D égale à epsilon fois E. Voilà, si vous remplacez B par mu0 fois H non magnétique et milieu diélectrique linéaire homogène isotrope D égale epsilon E, ça devient rotationnel de B égale à mu0, epsilon D de E sur D de T. Donc voilà les quatre équations de Maxwell dans un milieu linéaire homogène isotrope non chargé et qui ne contient pas des densités de courant libres. Et toutes les équations, bien les relations de passage, ce sont des conséquences de ces équations-là. Bon, un petit rappel, c'est la vitesse, la relation entre la vitesse et l'indice de epsilon R et l'indice de réfraction. Tout ça aussi, ça vient du fait que la vitesse dans un milieu, ça vient de cette expression. C'est 1 sur racine carrée de mu0 epsilon dans un milieu de constante diélectrique epsilon. Vous multipliez par epsilon 0 et vous divisez par epsilon 0. Epsilon sur epsilon 0, c'est epsilon R. D'accord? Et 1 sur epsilon 0 mu0, c'est C. Donc ça vous donne C sur racine carrée de epsilon R. Or, l'indice de réfraction, c'est C sur V. Donc, vous voyez bien que epsilon R, c'est N au carré. Donc, ça aussi, c'est une relation très connue. Maintenant, les relations de passage. Ils sont conséquences directes de ces quatre relations. Donc, en général, divergence, ça vous amène à forme intégrale, c'est la circulation. C'est le flux plutôt, c'est le flux. Donc, le flux de D de S à travers une surface fermée égale à 0. Ici, on choisit en général une surface dont la hauteur h tend vers 0. Et celle-là, ça vous ramène, démonstration, elle est déjà faite dans une vidéo, ça vous donne que D1 normal égale à D2 normal. C'est-à-dire la composante normale dans le milieu 1, donc vous êtes dans un milieu 1, l'onde arrive et il va traverser un milieu d'indice, de passer d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2. Vous êtes sûr que vous avez continuité de la composante normale, c'est-à-dire la composante perpendiculaire à l'interface
du vecteur D dans le milieu 1 est égal à la composante, si ça c'est le vecteur D, cette composante-là doit être égale à celle-là, D1 normal égale à D2 normal. Là aussi, rotationnel de E, ça vous donne la circulation en général, la circulation de E, D de L. Là aussi, on choisit un contour et on tend H vers 0, donc circulation est nulle. Ça veut dire tout simplement continuité de la composante tangentielle. Et puisqu'il n'y a pas de densité de courant, vous avez ici divergence, vous avez continuité de la composante normale. Et cette relation vous donne continuité de la composante tangentielle. Ça veut dire le champ magnétique, il est continu. Donc voilà les 4 équations qu'il faut connaître, et pour faire les démonstrations, ils sont déjà faites dans une vidéo précédente. Donc vous avez continuité de la composante tangentielle, continuité de la composante normale si il n'y a pas de charge libre à l'interface, ce qui est notre cas, et puis s'il n'y a pas une densité de courant libre, vous avez continuité du champ magnétique B, et bien sûr si le milieu est non magnétique, ça veut dire μ1 égale à μ2. Et ce sera ces équations-là qu'on va utiliser pour déterminer les coefficients de réflexion et éventuellement de transmission. Bon, on vous demande une petite question, justifier pourquoi les ondes électromagnétiques auront même pulsation. En fait, vous avez une onde incidente qui arrive à l'interface d'un milieu. Il va exciter les électrons liés, les charges liées de ce milieu. Ces charges liées vont osciller à la même fréquence, c'est comme un oscillateur à la résonance, il va osciller à la même pulsation oméga de l'onde incidente et donc il va émettre des ondes de même pulsation. Pourquoi on utilise en général des amplitudes complexes? Parce que tout simplement, il peut y avoir un déphasage entre l'onde incidente et l'onde réfléchie dans certains cas. Donc l'amplitude, il faut que ce soit un nombre complexe pour tenir compte de ce déphasage. Bien. Quelques petits rappels aussi sur la direction entre le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde pour une onde plane progressive monochromatique. Donc vous savez que le trièdre KEB est un trièdre direct. Ça veut dire K vectoriel E c'est B, E vectoriel B c'est K et B vectoriel K c'est E. C'est-à-dire vous avez le vecteur d'onde K, vous avez E et vous avez le champ magnétique B. C'est un trièdre direct, ça veut dire K vectoriel E, c'est B, E vectoriel B, c'est K, et B vectoriel K, c'est E. Et vous savez bien sûr que le champ électrique est perpendiculaire à K, le champ électrique est perpendiculaire à B, et B perpendiculaire à K. C'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique transverse. Premier point. Deuxième point, si le vecteur d'onde K est suivant une direction X, ça veut dire tout simplement, ça c'est la forme générale d'une OPPM, au 0 exponentielle J oméga T moins K scalaire R. Mais si K est égal à K suivant EX, bien sûr EX scalaire R c'est X, et donc vous aurez ici K fois X. Donc si vous trouvez dans le champ magnétique KX, ça veut dire le K et les suivants EX. Si vous avez K fois Z, ça veut dire K est suivant EZ. Si une onde se propage dans les X croissants, vous avez un signe moins. S'il se propage dans les X décroissants, vous allez avoir un signe plus ici. D'accord? Voilà comment on reconnaît une onde plane progressive dans le sens positif. Vous allez avoir avec un signe moins, c'est moins kx. Dans le sens négatif, c'est plutôt avec un signe plus x. Plus k fois x. Ça, c'est des petits rappels à connaître. Qu'est-ce que ça veut dire une onde polarisée suivant l'axe des X? Bon, on a ici, on vous donne que le vecteur d'onde, le vecteur K est suivant l'axe des X. Donc, quel que soit T, vous avez toujours le vecteur d'onde K est suivant X. On va prendre comme direction de polarisation EY. Ce n'est pas précisé, donc on va choisir un axe. Je vais choisir EY comme direction de polarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit T, vous voyez bien que le vecteur champ électrique, il est toujours dirigé sur l'axe des Y. Voilà. Plus Y ou moins Y. Et polariser linéairement, ça veut dire pendant la propagation, le champ électrique va décrire cette droite. C'est ce qu'on appelle polarisation linéaire. Donc c'est quelqu'un qui regarde l'onde arriver vers lui, va observer l'extrémité de champ électrique, décrire quoi? Décrire une droite. Donc en montant et en descendant, c'est ce qu'on appelle une polarisation linéaire. Très bien. Revenons maintenant à l'essentiel. Vous avez trois milieux, le vide, milieu d'indice N, milieu d'indice grand N. Donc voilà l'onde incidente, son vecteur d'onde est K0. L'onde réfléchie, c'est K'0. L'onde transmise, c'est K2. L'onde réfléchie à l'interface X égale à E, ce sera
K'2 et l'onde transmise, c'est K3. Donc, vous avez 5 expressions du champ électrique à écrire correctement. Donc, onde polarisée linéairement. Donc, j'ai choisi comme direction de polarisation EY. Donc, tous les vecteurs champ électrique seront dirigés suivant EY, puisqu'on vous dit la polarisation, la direction de polarisation ne change pas lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre. Bien. Dans l'exercice étudié. La direction de propagation, c'est x croissant. Donc, tous les vecteurs d'onde champ électrique vont avoir une forme moins K0 fois x dans le vide. D'accord? Voilà l'expression du champ électrique incident. Donc, vous avez K0 et vous avez E0. Bien sûr, le trièdre KEB est direct. Si vous faites K vectoriel E, c'est-à-dire x vectoriel y, vous voyez bien que le champ magnétique va être sur l'axe Z, plus EZ. Bien. Qu'en est-il pour l'onde réfléchie? Donc, vous voyez bien que le vecteur d'onde K a changé de sens. Donc, de vecteur K scalaire R, ce sera moins Kx. Or, vous avez ici moins K scalaire R, c'est pourquoi l'onde réfléchie, vous allez avoir ici un signe plus. Ce n'est pas moins K0, c'est moins K0 pour l'onde incidente, mais c'est plus K0x pour l'onde réfléchie. Son amplitude, c'est E'01, toujours la même direction de polarisation. Pour le champ magnétique incident B1, il va être suivant EZ. Et pour B'1, il est suivant moins EZ. Parce que le vecteur d'onde a changé de sens. Donc, si vous faites K vectoriel E, c'est moins EX vectoriel EY. Et ça va vous donner moins EZ. Ça, c'est le point le plus important. Donc, pour le champ électrique 2, c'est-à-dire là, je suis passé dans le milieu 2. Vous voyez bien que K2, c'est à peu près la même expression que K0. Donc, sauf le vecteur d'onde, au lieu d'être K0, va être un vecteur d'onde dans un milieu d'indice n. Or, j'ai rappelé l'expression d'un vecteur d'onde dans un milieu d'indice n, c'est n oméga sur c. Ça veut dire c'est n K0. Voilà. Donc, vous allez écrire les mêmes expressions pour E2. Il suffit de remplacer K2 par n K0, moins K2 bien sûr pour l'onde incidente, plus K2 pour l'onde réfléchie. Et E3, bien sûr, c'est moins K3 suivant EY. Maintenant, pour B'1 et B'2, bon, j'ai déjà dit que l'amplitude, c'est O0 sur C, puisqu'on est dans le vide, moins O0 sur C avec un signe plus, parce que B'1, il est suivant moins EZ. Donc, voilà E'1 et voilà K'1, d'accord? Donc, K'1, vous voyez bien qu'il est suivant moins EZ. Ça, c'est B1, B'1. Ça, on est toujours dans le vide, d'accord? Ensuite, B2, c'est la même chose. C'est juste que l'amplitude, ça sera plus E0 sur C, mais ça sera N E0 sur C, comme j'ai déjà montré au début de la vidéo. Pour l'onde réfléchie, c'est moins, mais avec un signe plus ici, d'accord? Et pour l'onde transmise, B3, ça sera grand N, parce que l'indice du milieu 3, c'est grand N, avec un signe moins, parce qu'il se propage dans les signes croissants. Donc, voilà ce qu'il faut être capable d'écrire, c'est-à-dire ces 10 expressions. Vous avez 5 expressions pour le champ électrique, onde incidente, onde réfléchie. Dans le milieu 2, le champ incident de l'onde incidente, le champ de l'onde réfléchie, et puis le champ de l'onde transmise. Et une fois que vous avez le champ électrique, il suffit de dire que le trièdre K, E, B est direct, et B est donné toujours par K vectoriel E. Donc il suffit de faire K vectoriel E, et vous avez les expressions du champ magnétique, bien sûr en tenant compte du vecteur d'onde qui est nk0 dans le milieu 1 et grand nk0 dans le milieu 3. Bien. Maintenant, on va essayer de calculer les coefficients de réflexion. C'était l'objectif de l'exercice. Donc, dans ce cas, il suffit de réécrire les conditions de passage. Et vous avez deux conditions de passage. Continuité de la composante tangentielle de E et continuité du champ magnétique B. Or, vous voyez bien que ici, vous avez ici une onde incidente, vous avez ici deux interfaces, voilà l'onde incidente, vecteur d'onde K0, et vous avez le champ E0. Et le champ E'0, lorsqu'il est réfléchi, il garde la même direction de polarisation, E'0. Ça veut dire les deux, ils sont tangents à l'interface. L'interface est un plan, bien sûr. Donc, vous voyez bien que les ondes électromagnétiques sont tangents à l'interface. Ça veut dire tout le champ, vous avez continuité. En fait, E1
tangentiel, c'est E1. E2 tangentiel, c'est E2. Donc, vous avez continuité de champ électrique total à l'interface X égale à 0 et à l'interface X égale à E. Et vous avez aussi continuité du champ magnétique B d'office. Donc là, normalement, on a uniquement continuité de la composante tangentielle, mais tout le champ électrique se réduit à sa composante tangentielle. Or, là aussi, il faut faire attention. Dans le milieu 1, vous avez deux champs électriques. Vous avez l'onde incidente, sa valeur à l'interface, plus la valeur de l'onde réfléchie à l'interface, vont être égales à la composante du champ électrique transmise et du champ électrique réfléchi à l'interface. Donc vous avez la composante totale dans le milieu 1, tangentielle dans le milieu 1, est égale à la composante totale dans le milieu 2. C'est-à-dire, je vais écrire O01 plus E'01, bien sûr, en x égale à 0, tout le terme g oméga t va se simplifier parce qu'il est le même pour tous les champs. Et exponentielle kx va vous donner 1 parce qu'on a x égale à 0. Donc, j'ai uniquement, directement, la somme des amplitudes des champs électriques dans le milieu 1 est égale à la somme des amplitudes du champ électrique dans le milieu 2. Je répète, uniquement parce que un tangentiel se réduit à 1. Ça, c'est la continuité de E. Ça, c'est la continuité de B. Donc, ça, c'est B01 plus B02. Mais faites attention le champ magnétique réfléchi, lui, il est suivant moins EZ. C'est pourquoi vous avez un signe moins. Est égal au champ dans le milieu 2. Et dans le milieu 2, vous avez l'indice petit n qu'il ne faut pas oublier. Donc, l'amplitude du champ magnétique, ce sera N E0 sur C. Et toujours le signe moins. Parce que pour l'onde réfléchie, le champ magnétique, il est suivant moins EZ. Ici, le champ magnétique, il est suivant EZ. Et voilà. Donc, je peux simplifier par tout le facteur C, mettre un non-facteur et j'obtiens deux relations très très importantes, relation 1 et relation 2. J'ai 4 inconnus. Il faut encore écrire les conditions de passage sur l'interface x égale à E. Et là, il faut faire très attention parce que exponentielle j moins j kx n'est plus égal à 0. Ah, ça sera moins j k fois E. Et là aussi, il faut écrire tout simplement les 4 équations. L'amplitude du champ électrique de l'onde incidente K2, c'est E02 exponentielle moins JNK0 fois E, plus l'amplitude du champ électrique de l'onde réfléchie, c'est E'02 exponentielle J, c'est plus, l'onde incidente, c'est exponentielle moins JKX, l'onde réfléchie, faites attention, c'est exponentielle JKX. Donc là, il faut faire un signe moins. Un signe plus, d'accord, est égal à l'onde transmise dans le milieu 3, c'est J grand N cette fois-ci, parce que l'indice ici c'est grand N, ici c'est l'indice petit n, et toujours l'abscisse x égale à E. La même chose pour le champ magnétique, bon j'ai déjà simplifié par C, donc j'ai directement l'amplitude du champ magnétique incidente, moins l'amplitude NO02, donc... Donc là, il manque un petit n ici, puisque j'ai le même indice n. Donc NO02, c'est le champ magnétique de l'onde incidente, moins, parce que le champ magnétique de l'onde réfléchie est suivant moins n, donc moins n, ici c'est avec un plus, est égal au champ magnétique de l'onde transmise. On vous donne des applications numériques pour simplifier ces équations, qui vont être sinon compliquées. On vous donne une valeur de E qui est égale à lambda 0 sur 4n. Vous remplacez K0 par 2pi sur lambda 0, et tout ce terme se réduit à pi sur 2. La même chose, nk0 fois E, je remplace K0 fois E par pi sur 2 petit n, et je trouve grand N sur petit n, pi sur 2, et tout ça, je le pose à alpha. Donc, vous voyez bien que tout ça va être exponentielle moins j pi sur 2. Or, exponentielle moins j pi sur 2, c'est moins j, égale à moins j. Et exponentielle j pi sur 2, c'est égal à j. Donc là, vous voyez que tout ça se simplifie. Donc, je remplace celui-là par moins j, celui-là avec plus j, moins j, plus j, moins exponentielle moins j alpha, et exponentielle moins j alpha. Et je trouve exactement ces expressions-là. Voilà, je fais le rapport de la relation 3 sur 4. Donc, le facteur j moins j avec moins j se simplifie. Et donc, j'obtiens O02 moins E'02 sur O02 plus E'02. Donc là, tout ça se simplifie. Et ça vous donne petit n sur grand N. Voilà, une formule très simple. Maintenant, je vais introduire le coefficient de réflexion R2 qui est égal à E'02 sur O02. Donc, je vais diviser le tout en haut et en bas par E'02.
par O02. Et là, vous voyez bien que 1 moins R2 sur 1 plus R2. Donc, sur O02. Donc, cette expression, voilà R2. Hein. Donc, je vous divisez le numérateur et le dénominateur par O02. Et on trouve facilement. Donc, O02 sur O02, c'est 1. Moins R2 sur 1 plus R2 est égal à petit n sur grand N. Voilà une première relation fondamentale. D'accord? Bon, après, il suffit d'écrire 1 moins R2 fois grand N est égal. Mettons R2 en facteur et on trouve facilement l'expression demandée. R2 est égal à grand N moins petit n sur grand N plus petit n. Voilà la première relation demandée. Coefficient de réflexion à la surface S2. Donc, vous voyez bien que R2 peut être positif comme il peut être négatif. Et lorsqu'elle est négative, ça signifie tout simplement que vous aurez un déphasage de pi entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Maintenant, pour R1, la même chose. Je reviens à la première équation qu'on a déterminée et je fais aussi le rapport 1 sur 2. Donc, vous voyez bien que là aussi, une fois que vous faites le rapport, vous divisez par tous les numérateurs et les dénominateurs par O01 et on va trouver facilement cette expression-là. Donc, 1 moins R1 sur 1 plus R1 est égal à 1 sur N, facteur de 1 plus R2 sur 1 moins R2. Donc, en fait, voilà, ça vient de là. Il est où cette équation-là? Non, c'est... Oups, il est où l'équation? Voilà, c'est cette équation-là. Bon, là, peut-être je vais détailler les calculs, mais je pense qu'ils sont clairs. Copier. Si j'ajoute... oups. Une page. Voilà. Coller. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Vous dites la relation A, donc dans la relation A, je divise par O01, donc je vais avoir 1 plus R1 est égal à 1, 0,1, non, c'est pas ici, pardon. Je fais 1 sur 2, donc je vais avoir O01 plus E'01 sur O01 plus moins E'01. Voilà. J'essaie d'écrire correctement, est égal à 1 sur n, et la même chose, O02 plus E'02 sur O02 moins E'02. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va diviser ici par O01, 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 O01. Et là, on va diviser par O02, O02, O02 et O02. Et là, vous voyez bien que R1, 1 plus R1 sur 1 moins R1, vous allez avoir 1 plus R1 sur 1 moins R1 est égal à 1 sur N, facteur de 1 plus R2 sur 1 moins R2. Voilà. Or, R2, on l'a déjà calculé. Voilà la valeur de R2. Il suffit de remplacer R2 par sa valeur. Ou plutôt carrément 1 moins R2 sur 1 plus R2, on l'a déjà calculé. C'est petit n sur grand N. Donc, vous remplacez ça par... Ça, c'est l'inverse, par grand N sur petit n, tout ça. Et voilà, on trouve là aussi, vous mettez 1 moins R1 en facteur, vous factorisez par R1. Et on trouve facilement l'expression de R1. Donc là, il suffit de faire 1 moins R1 fois n au carré est égal à grand N facteur de 1 plus R1, mettre R1 en facteur. Et on retrouve notre fameux coefficient de réflexion sur la première interface. Et cette méthode que j'ai expliquée dans cette vidéo-là, vous pouvez l'utiliser que ce soit une incidence normale ou une incidence oblique, car vous avez une interface, une onde incidente, vecteur d'onde K, un champ électrique. Il suffit de décomposer le champ électrique en composante normale, composante tangentielle, d'appliquer correctement les relations de passage et vous pouvez retrouver les relations de Fresnel généralisées. Bon, dernière question, bien sûr, on dit dans quelles conditions RA est nul. Bien sûr, si grand N est égal à N au carré, vous voyez bien que le coefficient de réflexion ici, toute l'onde va être transmise sur la deuxième interface dans cette condition-là. Voilà pour ce problème qui n'est pas simple. C'est un problème d'un examen de cycle prépa. Je ne sais pas de quelle université que j'ai reçu ce sujet-là. Voilà, mais c'est exercice très classique. J'espère que vous avez appris beaucoup de notions sur les ondes, des OPPM, les réflexions. On peut bien entendu calculer le coefficient de transmission également. Voilà, merci de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Vous avez plein d'exercices sur l'électromagnétisme sur la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.